L'Éthiopie, aux frontières du Soudan et du Kenya. Ici, plusieurs ethnies ont préservé les modes de vie et les traditions de leurs ancêtres. Dans cette région aride et sauvage, devenir adulte est une épreuve. Chez les Hamers, le principal rite de passage est l'Oukouli. Il permet aux jeunes filles de défier les hommes et aux garçons, lorsqu'ils en sortent victorieux, de se marier et de posséder un troupeau. Au terme d'une série de rituels, le futur initié, qu'on appelle également Oukouli, devra surmonter les épreuves du saut de Zébu. Dans la vallée de l'Omo, les Moursis restent de farouches guerriers. Leurs femmes portent encore des disques de bois et de terre cuite dans leurs lèvres et leurs oreilles. Ici, les rites initiatiques sont encore plus spectaculaires. Appelés donga, les duels de bâtons entre classes d'âge ont lieu plusieurs fois par an. Les plus jeunes doivent montrer leur courage et leur endurance pendant une semaine d'initiation dans la brousse. Que ce soit pour l'Oukouli ou le donga, les jeunes qui auront franchi dignement les épreuves renaîtront guerriers et pourront envisager de fonder une famille. Berceau des plus grandes civilisations, l'Éthiopie abrite aujourd'hui encore les traditions millénaires des derniers des peuples premiers, comme les traditions les plus anciennes des religions révélées, chrétiens coptes, juifs falachas ou musulmans. La grande faille volcanique du Rift fend l'Éthiopie du nord au sud. On y a découvert les ossements fossilisés des tout premiers hominidés. D'Addis Abeba, la capitale, notre petite équipée franco-éthiopienne s'engage dans la grande vallée du Rift, sur la route des confins. Camions, voitures, vélos, attelages hétéroclites et troupeaux défilent en un flot continu. Depuis 2 décennies, le tourisme s'est considérablement développé. Sur le bord de la route, les voyageurs sont souvent sollicités par des gamins qui offrent leurs joyeuses pitreries dans l'espoir d'obtenir quelques pièces. Ici, on déguste l'injera, la galette traditionnelle éthiopienne à base de teff, une céréale locale. Une dernière galette est avalée avant que la route ne devienne piste et que notre petite équipée ne parvienne sur l'un des contreforts de la basse vallée de l'Omo. Dans cette contrée perdue, la chaleur est étouffante. Les températures peuvent grimper jusqu'à 50 degrés. Après 2 jours de voyage dans cette fournaise, nous atteignons enfin la vallée. Ici, au bord de la rivière Omo, la vie se déroule paisiblement, comme au premier matin du monde. En contrebas, la rivière s'écoule jusqu'au lac Turkana, au Kenya. Grâce aux limons déposés ici par les eaux de l'Omo, les terres sont plus fertiles qu'ailleurs. On peut y faire un peu de culture itinérante et conduire les bêtes au pâturage. Mais depuis quelques années, le niveau des eaux a beaucoup baissé. Pendant la saison sèche, plusieurs ethnies de pasteurs nomades ou semi-nomades, comme les Karo, les Moursis, les Nyangatom ou les Bodi, viennent s'installer ici avec leurs animaux.
Tôt le matin, les femmes préparent le café à partir d'un mélange de plantes et de graines. Elles s'occupent des plus jeunes pendant que les hommes et les garçons s'affairent avec le troupeau. Le repas des enfants est à base de lait et de sorgho. Les peuples de l'Omo partagent ce même amour immodéré pour leurs troupeaux de zébus. Ils leur parlent, les soignent et les... Recouvrir le corps des animaux de bouse séchée permet de les protéger des moustiques et des mouches tsetse qui hantent la région pendant la saison des pluies. Quant au fier zébu qui aura la charge de guider le troupeau, il est affublé d'un harnais orné de cornes de phacochère. Chaque matin, ce sont les mêmes gestes inlassablement répétés. Puis vient le départ vers les zones de pâture. Sans troupeau, impossible de survivre dans ces contrées rudes et arides. Hey. Le long des pistes qui relient les villages de la vallée de l'Omo, on peut apercevoir des marchés colorés et animés, point de rencontre de toutes les tribus de la région. Dimeka est niché au carrefour du pays des Amers et de ceux de leurs proches cousins, les Bénas et les Herborés. Le marché de Dimeka est particulièrement fréquenté. On s'y rend pour échanger de la nourriture, des épices, du beurre, des chèvres, mais surtout palabrer. Les hommes de l'ethnie Béna se distinguent par des tresses agrémentées d'un alignement de barrettes multicolores en plastique. Le nomadisme des Amers tend aujourd'hui à se limiter, même s'il est encore pratiqué dans les régions les plus isolées. Sur ces terres brûlées par le soleil, l'eau est rare. Il y a peu de temps, il fallait encore creuser profondément dans les lits des rivières asséchées pour trouver un peu d'eau terreuse. Aujourd'hui, grâce aux associations internationales, le pays amer compte plusieurs puits équipés de pompes à main. Les animaux s'y abreuvent pendant que les femmes et les jeunes filles remplissent leurs bidons. Les femmes amères portent des peaux de bêtes tannées, des perles et des ceintures de kauris. Un lourd collier de métal distingue les femmes mariées des jeunes filles. Ici, seuls les acacias aux fleurs roses et rouges et les cactus brisent la ligne de l'horizon. Les villages des Amers correspondent généralement à un clan familial. Bodo retrouve une de ses sœurs, Serita. Voici le mari de ma sœur, il s'appelle Soito. Voici ma sœur, là ma seconde mère, et les enfants de ma seconde mère. Serita habite une hutte faite de terre et de branchages savamment enchevêtrés, capable de résister aux forts vents de sable. À l'intérieur, une simple pièce de vie avec une cuisine en terre et sous le toit de paille, un grenier qui permet de garder les aliments à l'abri des rongeurs. Elle accueille son frère Bodo avec un repas traditionnel, un plat de sorgho agrémenté de piments et d'épices de la région. La femme amère joue un rôle important. Elle gère la maisonnée, prend soin des enfants et conseille son époux quant à la bonne gestion de son troupeau. Elle jouit d'une autorité naturelle qui ne lui est jamais contestée.
S'il est fier de son identité, Bodo a abandonné depuis quelques années la vie traditionnelle pour entreprendre des études universitaires à Addis Abeba. Comme beaucoup de jeunes, il s'est laissé séduire par le modèle occidental et régulièrement par quelques touristes de passage. Il rêve de partir un jour vivre avec l'une d'elles aux États-Unis. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent aux activités quotidiennes. Ils s'occupent plus particulièrement des chèvres. La nuit tombe, ils ramènent le troupeau des pâturages. C'est l'heure de la traite du soir. Ils apprennent ainsi, tout en jouant, leur future vie d'éleveurs nomades du Grand Rift. Peu à peu, la nuit recouvre la brousse. Les dernières tâches sont terminées. Les enfants se regroupent pour jouer, danser et chanter. Les jeunes garçons bondissent. Les jeunes filles se laissent choisir. L'une d'entre elles s'engage dans le cercle de danse, effleure puis évite un garçon avec grâce. Les corps se frôlent innocemment. Chant d'amour et de séduction, pas de danse copiés sur les plus grands. Ils se préparent aussi naïvement aux rites d'initiation qui feront d'eux des adultes. Mais ce ne sera qu'après avoir subi les épreuves de l'Ukuli que le jeune Amer pourra songer sérieusement à prendre épouse et qu'il pourra enfin accompagner son propre troupeau dans la savane. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, la famille est déjà à l'ouvrage dans les enclos. Le premier lait du matin est réservé aux plus jeunes enfants. Après la traite, la famille se réchauffe autour du foyer en buvant le café local à base de graines et de plantes. Dans la famille de Bodo, on parle du prochain Ukuli, et plus particulièrement du rituel du fouet et de l'épreuve du seau de zébu. Le cérémonial aura lieu cet après-midi, non loin de leur village. Il est d'autant plus important qu'il concerne leur clan. C'est un cousin de Bodo qui va subir les épreuves. On pronostique sur ses chances de réussite. C'est le chef du clan qui décide en fonction de l'abondance des pluies et de la récolte s'il est opportun d'organiser la cérémonie à laquelle participeront au moins 2 villages, celui du jeune initié et celui de sa promise. Chaque année, à la même époque, l'Ukuli donne lieu à de grandes festivités qui durent plusieurs jours. Les participants prélèvent un peu de sang chaud à la veine jugulaire des zébus en pleine santé. Ils doivent se donner des forces pour les épreuves à venir. On tourne le sang énergiquement pour ne pas qu'il coagule. Parfois, il est mélangé avec du lait. Le bétail fait battre le cœur de la société amère. La fortune et le rang social d'un homme s'évaluent à l'abondance de son cheptel. Devant les huttes, les femmes arrangent leurs tresses, puis oignent leurs cheveux et leur corps d'huile et d'argile rouge. Les Amers ont un sens aigu de l'esthétique. Hommes et femmes passent plusieurs heures par jour à s'embellir. Les jeunes filles célibataires se différencient des femmes mariées par un serre-tête ou une visière d'étain selon les clans.
De petits groupes commencent à se former dans le lit d'une rivière asséchée à quelques kilomètres du village. Les cornes résonnent. Les épais bracelets de cheville s'entrechoquent. C'est le début du cérémonial. Pour les jeunes filles, tout commence par l'épreuve du fouet. Voilà qu'arrivent les mazes, les fouetteurs. Tour à tour, chacune des jeunes femmes provoque l'un des mazes jusqu'à ce qu'il accepte de lui donner un coup. Les mazes sont de jeunes hommes récemment initiés mais pas encore mariés. Les femmes peuvent provoquer autant de mazes et recevoir autant de coups qu'elles le souhaitent. Pas un cri de douleur. Il s'agit de montrer qu'elles sont de vraies femmes, capables d'endurer la souffrance pour honorer le jeune garçon qui s'apprête à devenir un homme. Une fois cicatrisées, les marques laissées par cette épreuve sur leur corps feront leur fierté. Les femmes, jeunes et moins jeunes, dansent des heures durant sous un soleil de plomb. Les hommes, quant à eux, discutent, accroupis sous un gros acacia. Ici et là, les mazes se peignent le visage, indiquant que leur travail est officiellement terminé. La peinture corporelle a une fonction symbolique autant qu'esthétique. Elle exprime un statut social. Reconnaissable à ses cheveux défaits qui s'amoncellent comme un nuage autour de son crâne, l'initié attend l'épreuve ultime, le saut du zébu. Les anciens entourent le jeune homme, étendu nu par terre, comme pour une renaissance. Ils agitent des feuillages sur son corps pour le placer sous la protection des bons esprits et éloigner les mauvais. Les femmes rythment les incantations avec leurs lourds bracelets de cheville, pendant que le maître de cérémonie fait répéter à l'oukouli ses engagements. Il s'agit là d'une sorte de prestation de serment. La nuit tombe. Enivrées par l'ambiance survoltée, les femmes harcèlent de nouveau les mazes. Elles veulent être fouettées. Un vent d'hystérie s'empare d'elles. Gare aux hommes qui ne s'exécutent pas. La tension est maximale et la conclusion proche. Dans la clairière voisine, on regroupe les zébus. Les bêtes sont nerveuses. Au milieu du tourbillon des bêtes et des femmes, l'oukouli rassemble ses énergies pour l'ultime épreuve. Le sang versé pour lui par les femmes de son clan, les chants et les danses le mettent en transe. Voilà des semaines qu'il est astreint à un régime sévère. Après avoir quitté l'adolescence, c'est une renaissance qui l'attend. Renaître homme. Les dizaines de zébus sont tenus serrés, flanc contre flanc par les mazes. C'est le moment de s'élancer. Sous la clameur générale, le futur initié prend son élan, saute sur l'échine du premier zébu et parcourt sans trébucher la rangée de dos. Il doit faire ce parcours 4 fois et n'a droit qu'à une seule chute. Malheur à lui s'il venait à chuter plusieurs fois. Il deviendrait alors la risée du village et serait battu par la famille de celle qui aurait dû devenir sa femme. Le garçon est devenu un homme, un donza. Il pourra épouser sa promise comme prévu. Après le rite de l'oukouli, le donza intègre pendant quelque temps le cercle des mazes, dont il doit adopter les rites et les codes, en attendant de fonder bientôt sa propre famille. Ce matin, comme chaque jour, les enfants sortent les chèvres de leurs enclos pour les conduire au pâturage.
Malgré les apparences, cette vie traditionnelle est en train de subir de profondes mutations. La petite ville de Tourmi est en effet toute proche, et les jeunes sont de plus en plus attirés par la vie moderne. Beaucoup quittent leur famille pour les villes de la région, où ils poursuivent des études dans l'espoir de devenir guide touristique ou de trouver du travail à Addis Abeba ou Arba Minch. Là-bas, les Hamers côtoient les différentes communautés qui composent la société multiculturelle éthiopienne, et notamment les chrétiens coptes. Ils célèbrent aujourd'hui à Tourmi l'épiphanie, appelée Timkat. Les Coptes d'Éthiopie habitent le plateau du centre et le nord du pays, près des villes de Gondar et de Lalibela. Mais leur communauté se retrouve un peu partout dans les villes et villages de la région. Les Hamers se sont habitués à ce rituel. Certains se joignent au cortège et battent la mesure à la gloire de ce Dieu qui leur est inconnu. La procession, joyeuse et festive, traverse Tourmi jusqu'à la rivière asséchée où auront lieu les ablutions et les baptêmes collectifs de l'Épiphanie. Les habitants de Tourmi sont généralement employés par les différentes administrations et les entreprises qui investissent dans la vallée de l'Omo. Ici, le gouvernement éthiopien chasse les tribus des meilleures terres. Il vend chaque année des dizaines de milliers d'hectares aux multinationales de l'agroalimentaire. Plus loin, un gigantesque barrage hydroélectrique entrave l'écoulement des eaux de la rivière Omo vers le lac Turkana. Ce grand barrage interrompt le cycle des crues naturelles de l'Omo. Le limon fertile, si précieux pour les cultures, ne s'y dépose plus. Le niveau de la rivière est descendu d'une dizaine de mètres. Jamais il n'a été aussi bas. Il n'y a pratiquement plus d'eau. Beaucoup de gens vivent ici sur les berges de l'Omo. Je suis sûr que si ça continue à ce rythme, dans 3 ans, il n'y aura plus d'eau. Les populations locales, directement menacées par ce barrage, n'ont jamais été consultées par le gouvernement. Notre terre n'est plus bonne à rien. Ils retiennent l'eau et nous connaissons maintenant la famine. Ouvrez le barrage et laissez couler l'eau, répètent en vain les représentants des ethnies riveraines, inquiètes de la disparition de leurs si fragiles moyens de subsistance. Chassés manu militari et confinés sur les terres les plus arides, les tribus ne peuvent plus cultiver leurs petites plantations de sorgho sur les berges de l'Omo, ni conduire leurs animaux pendant les sécheresses. La seule issue pour ces hommes et ces femmes est d'essayer de profiter autant que possible du tourisme qui se développe à grande vitesse dans la région. Les Dasanetch accueillent ainsi chaque jour les visiteurs dans leur village sur les berges de l'Omo. Pendant que les hommes sont au pâturage avec le troupeau, les femmes n'hésitent pas à se mettre en scène pour attirer l'objectif du touriste et glaner un peu d'argent. Il y a quelques décennies encore, les tribus du sud de l'Éthiopie vivaient en autarcie totale au milieu de la savane. Aujourd'hui, malgré l'isolement relatif de la région, les tours opérateurs et leur clientèle toujours plus nombreuse constituent une menace sérieuse. Les tribus en tirent quelques ressources, mais l'essentiel est gardé par les guides. La chaleur est étouffante. La rivière peut réserver quelques bons instants de détente, si l'on prend garde, bien sûr, à éviter les zones fréquentées par les nombreux crocodiles du Nil qui hantent ces eaux. Après quelques heures de piste et quelques crevaisons plus tard, nous arrivons au territoire Moursi. Nous faisons la connaissance de Malisha, un homme Moursi qui nous demande de le rapprocher de son village. Depuis quelques années, on voit déferler dans la région un tourisme sauvage, désorganisé, sans aucune réglementation ni limite.
Les Mursi, plus spectaculaires par leur aspect, attirent le plus gros du flux de 4x4 flambant neufs. Des femmes et des enfants attendent ici ou là pour se vendre aux objectifs des appareils photo. Les femmes Mursi ont vite compris que celles qui portaient les parures les plus extravagantes étaient les plus photographiées et récupéraient davantage d'argent. Certaines s'accrochent des fruits, des feuilles et des objets métalliques incongrus dans la chevelure. D'autres se parent des harnachements normalement réservés au bétail. Le port du plateau labial, d'ordinaire limité au moment de présence du mari et des fils ou aux rencontres importantes, est ici de rigueur pour attirer le touriste. Malisha est conscient du problème. Même dans son clan, des femmes attendent patiemment les touristes. Ce phénomène est accentué aujourd'hui par la pression du gouvernement, qui cherche à les éloigner des abords de la rivière Omo. Beaucoup de Mursi, pourtant semi-nomades, se sédentarisent peu à peu le long des routes. Ici et là, des machines, des tractopelles préfigurent les désastres écologiques et humains de demain. Le gouvernement a prévu de céder les terres fertiles des berges de l'Omo aux multinationales de l'agroalimentaire. Ils sont en train de cultiver la canne à sucre à grande échelle. Ils s'emparent des meilleures terres des Mursi et c'est un grave problème pour nous. Ils nous chassent vers les terres plus arides, loin des terres fertiles des berges de l'Omo, où nous trouvions de quoi nous nourrir, nous et nos bêtes. Le campement familial de Malisha se trouve lui aussi dans une zone aride, loin des lieux de transhumance habituels. Les huttes familiales en paille sont typiques des campements nomades temporaires de la vallée de l'Omo. Je m'appelle Malisha. Je suis un Mursi et c'est mon village. J'ai 2 épouses. Voici ma seconde femme. Entourée de ses 2 épouses, de ses enfants et de son troupeau, Malisha vit en ce moment dans ce campement. Mais le manque de pâturage aux alentours se fait cruellement sentir. Qu'il est agréable de se désaltérer directement au pied de la vache aux premières lueurs du jour. C'est la traite du matin. Quelques gestes séculaires aident à faire monter le lait au pied de la vache. Malgré la rudesse de leur milieu et les difficultés de la vie quotidienne, les Mursi ne manquent jamais une occasion d'exprimer leur joie de vivre. Pour les Mursi, les plateaux de bois ou de terre cuite dans la lèvre inférieure et les oreilles font ressortir la beauté du visage. Outre leur valeur esthétique, ces attributs sont destinés à se protéger des maladies et des... Depuis très longtemps, nos épouses portent les plateaux comme élément de leur beauté. De nos jours, les autorités veulent nous faire abandonner notre tradition. Ils nous disent « Pourquoi n'arrêtez-vous pas avec cette coutume? Pourquoi portez-vous ces plateaux ?» Les gens du gouvernement sont venus me chercher et m'ont emmené dans un dispensaire pour m'opérer et me couper les lèvres. Je leur ai dit que je ne voulais pas les couper. C'est ma tradition. J'en suis fière. La mise en place de l'ornement labial, le DB, intervient vers l'âge de 10 ans. Après extraction des incisives inférieures, la lèvre est perforée et une cheville de bois mise en place. Certains anthropologues prétendent que cette mutilation avait pour but d'enlaidir les femmes, afin de les protéger des razzias esclavagistes. Dans ce contexte de violence et de guerre, les nombreux chants Mursi célèbrent les exploits des hommes, la défense du territoire ou les expéditions punitives chez l'ennemi.
notamment les voisins Bodi. C'est mon arme. Je veux pouvoir protéger notre territoire. Il y a beaucoup de tribus par ici, et certaines cherchent à pénétrer sur notre territoire pour faire paître leurs troupeaux. Nous devons nous protéger. Sans nos vaches, nous ne pouvons pas survivre. Nous n'existons que grâce à elles. C'est une part importante de notre tradition. Quand nous nous déplaçons, nous le faisons toujours avec nos bêtes et pour nos bêtes. Le principal rôle des guerriers Mursi est la protection du territoire et des troupeaux. Les jeunes garçons s'y entraînent dès l'enfance. Malisha, même s'il a travaillé dans le passé pour des missionnaires et des ONG, est resté très attaché à la tradition Mursi. Il continue de conseiller son peuple, notamment lors de cette semaine spéciale où les jeunes du clan sont emmenés en forêt pour un rituel de passage. Chez les Mursi, nous avons des classes d'âge. Nous avons plusieurs groupes d'âge, comme les aînés, les garçons d'âge intermédiaire et les plus petits. Moi, j'appartiens aux aînés car j'ai 29 ans. Cette semaine, nous, les aînés, nous allons transmettre notre pouvoir à la nouvelle génération et l'intégrer dans la classe d'âge supérieure. On doit les entraîner à devenir de bons guerriers pour qu'ils puissent protéger notre territoire. Si les ennemis approchent, ils doivent savoir que faire. L'initiation, appelée Donga, va durer 7 jours. Au cours de ce rite de passage, ils vont en quelque sorte voir mourir leur enfance et renaître guerriers. Pendant cette semaine, les adolescents sont livrés à eux-mêmes dans la brousse. Ils s'entraînent à se battre et ne sont pas autorisés à s'approcher des femmes et des habitations. Au coucher du soleil, on peut encore entendre le bruit des combats depuis le campement de Malisha. Les femmes sont fascinées, mais elles n'ont pas le droit de s'approcher. L'épouse de Malisha arbore des scarifications sur l'épaule. Elles indiquent son clan et sa situation de femme mariée. C'est une sorte de carte d'identité tribale. Ce soir, la famille de Malisha profite de quelques restes d'une bête sacrifiée la veille. Il est rare que les Mursi mangent de la viande, et lorsque l'occasion se produit, c'est un petit événement pour la communauté. La fraîcheur du soir invite à la détente. C'est le moment de se raconter les anecdotes du jour, de profiter d'un bon repas, en attendant que les bêtes rentrent des pâturages. Jour après jour, le quotidien s'écoule avec ses gestes immuables dans la famille de Malisha. Malgré son apparente rudesse, la société Mursi jouit d'une douceur de vivre que lui envieraient bien des sociétés modernes. Quand la maladie survient, on fait appel aux chamans. Les maladies ne sont jamais d'origine naturelle, mais toujours le fait d'un esprit malveillant ou d'un ennemi qui vous veut du mal. Je suis guérisseuse. Si quelqu'un est malade, il vient me voir. Je peux chasser le mauvais esprit responsable de la maladie et le patient va mieux. Ce sont toujours les mauvais esprits qui sont responsables de la maladie. J'ai été formée par une autre guérisseuse qui connaît bien le monde des esprits et sait communiquer avec eux. Maintenant, je sais comment faire. Les Mursi croient aux esprits des éléments, de la nature, des morts et des animaux. Les chamans ont la faculté de communiquer avec les esprits, d'éloigner les plus mauvais d'entre eux et d'attirer la bienveillance des meilleurs.
S'il existe un Dieu créateur, il est symbolisé par la communauté des forces spirituelles et terrestres qui régissent la création. Il ne s'agirait donc pas d'un esprit supérieur, mais de l'ensemble des esprits bons et mauvais de l'univers. Les prêtres et chamans ont une place très importante dans la société Mursi, notamment dans la résolution des conflits. Nous avons 4 prêtres qui servent de médiateurs. Celui du nord et celui du sud sont les plus puissants parce qu'ils contrôlent les terres, les mouvements des migrants et tout un tas de choses. S'il y a une rivalité, ils vont parlementer avec les tribus concernées pour essayer d'arrêter le conflit. Dans ce contexte de lutte perpétuelle pour les pâturages, les épreuves initiatiques du Donga répondent à l'attente de la société Mursi, qui doit former ses jeunes à devenir des guerriers, capables de protéger leur territoire et leurs troupeaux. Les aînés se retrouvent dans la brousse pour se préparer à l'épreuve ultime du Donga. Maintenant, nous allons commencer le rituel. Les jeunes postulants vont être intronisés guerriers. Ils vont ainsi obtenir le droit de décider de beaucoup de choses et de se déplacer sur notre territoire. Avant, ils n'avaient pas ce pouvoir. Après le rituel, nous allons leur donner ce pouvoir et les accepter dans notre groupe de guerriers. Les aspirants sont réunis à l'ombre d'un arbre. Munis d'un long bâton dont l'extrémité est sculptée en forme de phallus, ils doivent montrer leur courage et leur dextérité face à leurs aînés. Après les premiers affrontements, les jeunes se rassemblent de nouveau pour écouter les conseils des anciens. Ils vont apprendre les codes de conduite et les valeurs morales qui feront d'eux des guerriers accomplis. Jalouse de son isolement, impitoyable envers les intrus, la société Mursi jouit d'une relative harmonie intérieure. Les désaccords et les problèmes sont réglés au cours d'interminables réunions, généralement tenues à ciel ouvert. Chacun peut s'exprimer librement. Le mot de la fin revient aux anciens, réputés pour leur expérience et leur sagesse. L'exubérance des jeunes gens impatients de démontrer leur virilité trouve son exutoire dans ces duels violents mais fraternels entre classes d'âge. Le jeune initié qui parvient à esquiver le plus de coups, ou mieux, qui réussit à renverser son adversaire, sortira grandi et honoré de l'épreuve. Il y a parfois des blessés, mais les anciens veillent et stoppent les affrontements trop violents. Dans ce milieu rude, la razzia a longtemps été, et reste de nos jours, l'une des principales stratégies de survie. Ainsi, les Mursi sont-ils en état de guerre quasi permanent avec leurs voisins Bodi, Amer ou Nyangatom. La situation d'antan a encore empiré depuis qu'aux lances et aux armes blanches sont venues s'ajouter les armes à feu. Les jeunes qui subissent dignement l'épreuve du Donga sont aptes à recevoir leur nouveau nom, leur nom de guerrier. Ils s'agenouillent devant les aînés et reçoivent leurs recommandations.
Leurs nouveaux noms leur seront attribués 4 jours plus tard. À l'issue des épreuves, un zébu mâle est sacrifié. Sa viande est partagée équitablement entre tous, jeunes et moins jeunes. Après la cérémonie, nous partageons un repas, car les rites ont duré longtemps. Les plus jeunes ont offert une vache, et en retour, c'est à notre tour, à nous les aînés, d'offrir un zébu que l'on va se partager et déguster tous ensemble. Demain, il y aura encore des épreuves. Au 4e jour, il sera temps de donner à chaque guerrier son nouveau nom. Chaque garçon va se voir attribuer un parrain, une sorte de grand frère ou de second père pour la vie. Si je deviens parrain, c'est comme si le jeune devenait mon propre fils. Voilà, c'est comme un fils pour moi à partir de ce jour-là. C'est ainsi que la société Mursi prépare ses jeunes à devenir des hommes courageux, aptes à fonder une famille et à protéger troupeaux et villages d'une éventuelle agression. Que ce soit pour les Mursi ou pour les Amers, l'une des finalités des rites de passage est de permettre les mariages et de faire ainsi prospérer la société. Il dit que cette dame est sa première épouse. Et cette autre, sa seconde épouse. Pour l'instant, ils vivent tous dans une seule hutte. Mais il en bâtira sûrement une l'année prochaine. Il a dit qu'il a payé 38 vaches et un AK-47 pour chacune de ses épouses. Chez les Mursi, quand nous nous marions, nous devons payer une dot de 38 vaches et un AK-47. C'est très difficile de réunir toutes ces bêtes. Il faut travailler de nombreuses années pour avoir suffisamment de vaches pour payer la dot. Elle s'appelle Narangi. Cette scarification veut dire qu'elle est mariée. Deuxième moment clé dans la vie des jeunes Mursi ou Amers, le mariage est la conclusion naturelle des rites initiatiques. Selon la tradition, les mariages sont exogames. Ce soir, une effervescence particulière s'empare du clan de Bodo. Plusieurs brebis vont être sacrifiées pour attirer sur la future jeune mariée la bienveillance des esprits. Les premiers chants s'élèvent dans la nuit. Tous se sont apprêtés, ont arrangé leur coiffure et ont revêtu leurs plus beaux colliers et bracelets. La future épouse est entourée de tous ses proches qui chantent ses louanges et leur tristesse de la voir partir.
Les anciens prodiguent à la jeune femme conseils et recommandations. Elle chante à son tour sa tristesse de devoir quitter cette famille où elle a grandi et qui l'a tant aimée. Elle chante son désespoir de partir dès le lendemain matin dans un autre village. On lui offre un peu d'argent que l'on colle sur ses joues ou son front. Demain matin, la belle-mère de la mariée viendra l'emmener vivre dans le clan de son époux, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ces deux jeunes frères sont en larmes. Dès demain matin, leur sœur ne sera plus à leur côté pour partager leur vie. Pendant toute la nuit, les uns après les autres, les clans des villages voisins rejoignent la cérémonie. Ils arrivent en groupe des 4 points cardinaux, en chantant à tue-tête. Les femmes du clan purifient les nouveaux arrivants, en les aspergeant d'un peu de beurre de mine. De la nourriture est préparée pour les nombreux invités qui vont veiller jusqu'à l'aube, pendant que les chants d'adieu déchirent cette nuit sans lune. Au lever du soleil, la mère du futur époux arrive dans le village, accompagnée d'une petite délégation de membres de son clan. Tous se succèdent près de la promise pour lui offrir des présents et de petites sommes d'argent. Les chefs traditionnels et les hommes les plus valeureux, ceux qui ont vaincu l'ennemi ou abattu un animal féroce, s'enduisent la chevelure d'argile. Les femmes du clan de la mariée vont passer à travers toute l'assemblée. Elles appliquent un onguent sur le cou des femmes pour les rendre plus belles et les préparer à l'adieu final. Les femmes mariées se reconnaissent aux lourds anneaux de métal qu'elles portent autour du cou. Arrive le moment tant redouté de la séparation. Les mères sont déchirées par le chagrin. Longues étreintes, baisers et sanglots accompagnent la jeune fille jusqu'au portique qui délimite l'entrée de son village. Les pleurs redoublent d'intensité. La jeune femme craque. Elle est supportée par ses frères et sœurs, en pleurs eux aussi. Au passage du petit cortège, les familles forment une haie d'honneur et soufflent sur la jeune fille pour lui porter chance. Puissent les esprits bienveillants l'accompagner tout au long de sa nouvelle vie.
Ses proches l'escortent sur les premiers kilomètres du long chemin qui va la conduire jusqu'au village où elle va désormais vivre aux côtés de son mari. Ici, dans la vallée de l'Omo, les dernières sociétés autochtones ont su préserver jusqu'à nos jours des pans entiers de leur riche culture pastorale. Mais la globalisation des sociétés et le modèle consumériste occidental font vaciller le socle sur lequel ce sanctuaire humain repose depuis toujours. Les eaux et les rives fertiles de la rivière Omo suscitent aujourd'hui bien des convoitises. Quant aux richesses culturelles uniques des hommes de la vallée, elles n'ont pas fini d'attirer l'émeute indélicate de touristes. Pendant combien de temps encore ces tribus pourront-elles résister à la pression du monde du dehors ?